Ouais, mais c'est moi qui vais te remercie. Donc, bonjour. Alors, je pars sur ce talk avec un titre qui fait pas rêver. Il y a non désiré. Il faut jamais faire ça normalement, mais bon, voilà. On va parler de biais non désirés en IA. Alors, voilà, biais non désirés, qu'est-ce que c'est? Alors, pour vraiment commencer ce talk, on va rentrer dans le vif de l'action dès la deuxième slide. Et finalement, voilà, je vais vous présenter un jeu de données qui est assez classique dans la littérature des biais, qu'on va retrouver 2-3 fois là, dans ce talk, qui est finalement le jeu qui a été rendu très populaire par l'article Bias in BIOS. Donc, c'est des gens de LinkedIn avec Microsoft qui ont mis en ligne 400 000 biographies, donc issues de LinkedIn, avec pour chaque biographie finalement le travail, finalement l'occupation de la personne et son genre. Donc voilà, donc sur ce jeu, donc il y a 400 000 bios, il y a 28 occupations, donc 28 métiers à prédire. Donc il y a, voilà, je sais plus, il y a le rappeur, bon, celui-là c'est un peu le truc rigolo. Il y a physicien, il y a, j'ai des noms en anglais qui me viennent. Donc il y a, bon, lecturer, il y a nurse, surgeon, tout ça. Voilà. Donc ce jeu-là, donc il est intéressant. Pourquoi? Bon, voilà, il y a du texte. Le texte, c'est quelque chose de compliqué. Mais en plus, quelque part, ce jeu est représentatif de ce qu'on peut faire dans des solutions commerciales, donc typiquement LinkedIn, pour la recommandation d'un CV à un employeur. Donc quelque part, finalement, LinkedIn a une base de données extraordinaire. Des employeurs vont chercher du monde pour un travail, donc vont demander à LinkedIn, recommandez-nous des profils, et puis voilà, après on va peut-être les interviewer. Donc ça, comment on peut faire? C'est un truc classique quelque part, c'est de se dire, on va apprendre ouais, à partir d'une biographie, donc comme celle-ci, à prédire avec un réseau de neurones, donc de paramètres θ, voilà, à prédire donc l'occupation. Donc là, ici, sur cette biographie, on a une chirurgienne. Donc là, typiquement, c'est un jeu qui est assez complexe quand même. Les données ne sont pas simples. Il y a 28 métiers à prédire. Et en utilisant un modèle un peu avancé, peut-être pas le plus avancé du monde, mais quelque chose qui est quand même assez complexe. Donc ici, dit Stilbert, on a à peu près 85% de bonnes prédictions. Donc ce qui est raisonnable vu qu'il y a quand même 28 métiers. Donc voilà, ça marche très bien. On peut se dire, bon, voilà, de temps en temps, il se plante. Mais bon, si on était un humain, on ferait sans doute la même chose. Des fois, on se tromperait. Bon, ok, très bien. Alors là où les choses deviennent embêtantes, et c'est là qu'on va sur les biais, c'est que sur certains métiers, il y a quand même des prédictions qui sont largement faussées, notamment par rapport au genre. Donc par exemple, là, on va voir ici ce graphique. Donc là, ici, on a en abscisse là, le pourcentage de filles sur des métiers. Donc là, ça va être chirurgien à nurse. Et aussi, là, en ordonnée, on a le TPR Gender Gap. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est le nombre, en tout cas dans cet exemple, le nombre de décisions, de bonnes décisions finalement pour des femmes, moins le nombre de bonnes décisions pour des hommes en moyenne, donc sur chaque métier. Puis là, on peut voir finalement, alors là, c'est un graphe qui est issu du papier original, dans lequel on montre, voilà, sur les hommes, donc sur les chirurgiens par exemple, il y a une grande majorité d'hommes, 80% versus 20% pour des femmes, et clairement, on va avoir tendance à plus prédire des hommes comme étant chirurgiens que des femmes. C'est ce que ça veut dire. À l'opposé, on a nurse, donc là où finalement on a plus de femmes que d'hommes, et si on est un homme, un infirmier quelque part, on a peu de chances d'avoir une prédiction positive. Donc voilà, donc quelque part, on se dit, là, il y a quand même un biais qui est très net sur la recommandation de l'emploi par rapport au genre. Donc ça, voilà, on voit ce graphe, on est tous des scientifiques dans cette salle, on se dit, ah ouais, mais là, clairement, on voit que il y a, on avait vu, il y avait des chi dans le texte. On voit clairement, il y a une sorte de corrélation entre le TPR Gender Gap et le pourcentage de filles sur les métiers. On se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait rééquilibrer les jeux de données. On pourrait aussi enlever ou rendre neutre tous les mots qui sont très genrés.
Sauf que ça marche, mais très partiellement. Ça ne résout pas le problème. Donc, quelque part, on se dit les solutions simples ne sont pas suffisantes. Et on a des biais qui sont cachés. Alors, oui, ils sont cachés. Donc, nous, on se dit c'est très probablement dû à des variables latentes confondantes. Alors là, j'ai sorti 2 gros mots. Il y a latent et confondant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est un truc, on va le voir, qui est très lié à la manière de gérer les données avec des réseaux de neurones. Alors là, je vais vous l'expliquer. Alors, ce sera peut-être plus simple pour moi, je suis habitué aux images, d'expliquer ça avec des images qu'avec du texte. Ça va être un exemple visuel. Mais l'idée, c'est de se dire que sont ces variables confondantes et en quoi elles ne sont pas si simples que ça à gérer. Alors voilà, je vais le faire avec cet exemple. Alors je pense que peut-être la moitié des gens dans la salle connaissent cet exemple, les huskies contre les loups, un exemple très rendu populaire par l'article de Lime. Alors je vais quand même le décrire pour la moitié de la salle qui ne le connaît pas, cet exemple. Donc voilà, le but du jeu, en gros, c'est de reconnaître automatiquement des huskies et des loups avec des réseaux de neurones. Donc là, les réseaux de neurones, c'est très fort pour faire des prédictions automatiques sur des images. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? L'approche assez classique. On a nos données d'entrée, c'est des images de husky et de loup. Ce qu'on veut prédire en sortie, c'est le label. Et puis, on apprend un réseau de neurones, un truc convolutif, ça marche bien. OK, on va dire on a 95% de bonnes prédictions. Voilà, très bien. Alors, ça marche bien en général, mais sur certaines prédictions, ça se trompe. Et là, on commence à se dire, ouais, mais pourquoi ça se trompe? Alors, cet exemple, il vient de Lime, qui est un papier sur l'explicabilité. Donc là, vous vous doutez bien que dans l'article, ils se sont demandé pourquoi on faisait cette mauvaise prédiction. Et la réponse était la suivante. Alors, je ne vous montre pas les figures de l'article, mais l'idée, c'était qu'en fait, sur le jeu d'apprentissage, quand on avait des huskies, ils étaient pris en photo avec un fond qui n'était pas dans la neige, au coin du feu ou dans la nature comme ça. Quand on avait des loups, alors, allez savoir pourquoi, mais ils étaient toujours pris en photo dans la neige. Ça renforce peut-être l'aspect, c'est un animal sauvage ou quelque chose comme ça. Bon. En tout cas, voilà, le fait est, les loups sont pris en photo dans la neige, les huskies, en général, pas dans la neige. Et finalement, le réseau de neurones, il est un peu comme nous, il est un peu feignant. Et quelque part, si on regarde la variété de l'information pour distinguer un loup d'un chien, d'un husky, finalement, c'est quelque chose de très complexe. La forme, c'est quelque chose de difficile. Extraire des features de ces images, c'est quelque chose de pas simple. Alors que finalement, on se dit, tiens, là, on reconnaît de la neige, c'est quelque chose d'assez simple et qu'on retrouve beaucoup plus fréquemment que des features un peu abstraits cachés dans l'image. Et donc finalement, le réseau de neurones, ayant appris ce qui avait de plus évident, en tout cas au début, il a appris, si on a de la neige, c'est un loup. Si on n'a pas de neige, c'est un husky, parce que c'est un feature qui est simple à apprendre. Ce feature qui est caché, finalement, pour l'ordinateur, une image, c'est une sorte de grosse matrice, avec plein de variables, des milliers de variables. Mais quelque part, ce réseau de neurones, lui, il transforme l'information de manière assez efficace pour faire des prédictions. Et là, il a transformé l'information de « ah là, on a de la neige dans l'image » en une variable latente, donc qui est cachée quelque part dans l'architecture du réseau de neurones, qui est confondante. Elle est confondante parce que, pour prédire ça, on ne va pas regarder la forme d'un loup, on va regarder est-ce qu'il y a de la neige ou pas. Et c'est très corrélé avec le fait d'avoir un loup. Donc ça, je vous l'ai montré de manière visuelle, mais finalement, si on revient au problème qu'on a dans le NLP, c'est un peu la même chose. Quelque part, on a vu des mots qui sont assez évidents, he, she, on peut avoir des biais qui sont dus évidemment à des données déséquilibrées, mais quelque part, ce qu'on a, c'est peut-être des choses plus fines, plus complexes, comme le style du texte, ou des choses que peut-être on n'imagine même pas. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui est très dur à gérer. Et comme c'est dur à gérer, qu'on est dans un IT, qu'on aime les problèmes difficiles, il y a quand même pas mal de monde, pas mal de chaires qui travaillent sur ce type de problème. Alors des chaires qui travaillent très directement dessus, je pense à la chaire de Jean-Michel, celle dans laquelle je suis aussi, de Céline Casté-Renard, qui est un peu droit à IA, mais finalement on essaye de résoudre ces problèmes. On travaille aussi avec Nicolas. D'une certaine manière, la chaire de Fabrice traite ces problèmes.
Et aussi à l'IRT, donc dans l'équipe DEAL, beaucoup de gens travaillent là-dessus. C'est un problème important. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on a fait en 15 minutes. En plus, avec l'intro, on n'a pas le temps. Je vais juste vous raconter 3 petites histoires, finalement, de recherche, de projets de recherche, qui ont, à mes yeux, conduit à des succès grâce à l'écosystème Anity et puis tous les échanges qu'on a pu avoir ces dernières années. Alors le premier, donc là c'est finalement peut-être le plus maths des trois. Je ne vais pas trop rentrer dans les maths, mais je mets quand même 2 équations, ça me fait plaisir. Voilà, c'est il y a quelques années, finalement, pour résoudre ces problèmes de biais, il faut quand même avoir des solutions déjà qui passent à l'échelle sur de gros jeux de données. Il faut avoir des choses qui soient modèle agnostique. Donc, on ne peut pas se permettre de regarder dans le réseau de neurones. Il y en a tellement d'architectures possibles, c'est compliqué. Et aussi, ça, ce n'était pas tant le cas que ça. Il fallait des... Bon, on va faire de l'optimisation, on fait du réseau de neurones, c'est des trucs type descente de gradient. Donc, il faut des contraintes qui soient quand même assez lisses, assez sympathiques pour les optimiser de manière assez efficace. Donc, ce qu'on a fait quelque part, donc on a commencé à travailler. Moi, je venais sur mes problématiques sociales. À l'IRT, il y avait Quentin Vincenot qui était plus sur des problématiques industrielles. Et on s'était dit, tiens, on va essayer de résoudre ce problème en travaillant ensemble. Et là, voilà, j'ai proposé, j'ai dit, tiens, on va mettre une pénalité, alors type Wasserstein 2. Alors, je vais expliquer en 2 mots ce que c'est. En disant, voilà, on va apprendre à faire de bonnes prédictions, mais avec une contrainte type Wasserstein. C'est-à-dire, on va observer, alors ici, on a 2 groupes, pour les hommes et les femmes. Alors là, c'est la densité cumulée des prédictions des réseaux de neurones sur est-ce qu'on a un succès ou pas. Voilà. Est-ce qu'on va prédire un ou pas. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ici, si on se positionne ici pour une valeur ici, c'est quelle est la probabilité, enfin quelle est en fréquence dans notre jeu de test, les probabilités inférieures à une certaine valeur d'avoir un succès. Donc par exemple, si on s'arrête à 0,5, ici, j'ai une certaine probabilité sur mon jeu de test d'avoir un succès inférieur à 0,5, donc en fait avoir un refus. Là, c'est dans une classe. Et là, dans l'autre classe, on remonte, on est un peu plus haut. Donc là, quelque part, sur la décision, succès ou non, d'avoir un succès en classif binaire, on a un déséquilibre. Et là, l'idée, en fait, c'est de se dire, on ne va pas vouloir avoir le même niveau de succès dans les 2 classes, mais avoir des courbes, finalement, ces densités cumulées, qui sont les mêmes, ce qui, numériquement parlant, est beaucoup plus sympathique qu'avoir un truc binaire. Donc voilà, donc on est parti là-dessus. Alors voilà, moi, sur ce, on s'est posé cette question. Sur ce, le Covid est arrivé. Tac, on est tous allés dans nos caves, tout ça. Là, moi, j'ai pondu un truc un peu numéricien, où j'ai passé quelques soirées, voire quelques semaines de soirées, à essayer de résoudre ce problème, à avoir un truc qui marchait en pratique. Donc j'ai bossé, on est arrivé à quelque chose qui fonctionnait, d'un proof of concept qui était sympa. On se dit, super, on écrit un papier. Alors on se dit, on va essayer de faire un papier quand même plutôt pas mal, dans un journal sympathique. Très bien, un journal plutôt maths. Qu'est-ce qui se passe? Donc révision majeure, ça arrive à tout le monde. Et on a pas mal de questions qui sont faciles, oui, plus d'expérience, tout ça. Bon. Mais aussi une question, votre truc, vous l'avez fait dans le monde discret, mais si vous le passez dans le monde continu, ce serait bien. Donc expliquez-nous ça dans un monde continu, discrétisez-le après. De là se pose une question. C'est quelque part, on fait de l'optimisation mini-batch, donc de la descente de gradient, tout ça. Et il fallait calculer la dérivée de la distribution des sorties par rapport à un nombre fini de sorties du réseau de neurones à chaque mini-batch. Et ça, mathématiquement, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Donc, quelque part, là, je suis retourné vers Jean-Michel. Je lui ai dit, écoute, là, c'est vraiment des maths un peu costauds. Il m'a dit, attends, on va bosser. On va mettre aussi un étudiant en thèse qui est très brillant pour réfléchir à comment modéliser ce problème. Donc, Alberto González-Sanz. Et finalement, on a travaillé. On est arrivé à une modélisation qui avait du sens. Et finalement, le papier a été accepté. Mais ça nous a permis de pousser les maths, finalement, pousser la réflexion pour savoir finalement comment donner un sens mathématique à calculer finalement la dérivée par rapport à des sorties de réseau de neurones d'une distribution issue de ces sorties. Donc très bien. Voilà, on a fait ça. Donc on a le archive. On a un GitHub qui marche qui implémente ce loss sur PyTorch avec du GPU, tout ça.
Juste pour dire, voilà, on est dans Anity, il y a eu aussi d'autres modèles. Donc, il y a eu aussi un modèle assez similaire avec des propriétés différentes par Mathieu Serrurier. Un autre assez important, très joli, qui est de Lucas Delara, qui est doctorant aussi dans la chaire de Jean-Michel, et aussi avec Nicolas. Donc, il y a finalement une manière un peu alternative aussi de poser le problème à l'aide d'explications counterfactuelles. Et aussi avec Fanny Jourdan, qui est aussi en thèse avec nous. On étend ce modèle, finalement, qu'on avait pondu pour le traitement de données type NLP, dans lequel, là, on passe en multiclasse, voilà, on a des nouvelles propriétés. Donc voilà, c'est une jolie histoire. Une deuxième, j'irai un peu plus vite dessus, mais pour moi, elle me tient vraiment à cœur. C'est finalement, on a travaillé aussi avec des juristes dans le cadre d'Anity, ce que j'aurais jamais imaginé faire de ma carrière, en tout cas en tant que matheux. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Au début, finalement, on disait, bon, les biais, c'est mal, tout ça, il y avait des déclarations éthiques. Maintenant, il y a un cadre légal qui commence à être assez clair, donc, qui a été posé par l'Union européenne, qui a été évoqué tout à l'heure, le AI Act. Donc, on a pas mal travaillé avec des juristes, donc issus de la chaire de Céline Casté-Renard et des collaborateurs, où on a beaucoup discuté, tout ça. Et en particulier, j'ai pas mal travaillé avec Ronan Ponce, qui est un doctorant en droit. On a discuté donc pour que nous, on comprenne et on alimente notre recherche des contraintes légales, et que lui, il alimente sa recherche de le machine learning, les stats qui vont derrière, tout ça. À force de discuter, donc pour lui, il a été choqué en se disant, mais en fait, tous vos modèles de machine learning, ils sont entraînés sur des données qui ont des incertitudes inhérentes, et en plus avec des outils qui sont un peu black box, de l'optimisation, des choses on contrôle qu'à moitié. Et là, lui, il s'est posé une question qui était vraiment intéressante, qui est, est-ce qu'on peut utiliser ces outils de machine learning pour produire des éléments dans des preuves juridiques? Donc, il y a une question de vraie recherche en droit. Alors, si la question et surtout les réponses vous intéressent, voilà, il y a des bons éléments de réponse dans 2 articles. Donc, un article qu'on a fait dans un Dalloz, et là, on a écrit un chapitre de livre voilà, pour répondre à cette question. Alors, un dernier, donc là, très, très lié avec la collaboration avec Deal maintenant. Donc, c'est l'industrial fairness. Donc, comment transposer toutes ces questions sociales au biais qu'on peut avoir, mais dans des applications plus industrielles. Donc, voilà. Donc là, c'est un sujet qui est assez ancien, qui date de la préhistoire d'Anity, avant même le Covid, dans la collaboration avec l'IRT. Et en fait, on l'a suivi à travers ce jeu de données. Donc là, des images satellites. Donc on a 10 classes d'images. Voilà, il faut les détecter avec du réseau de neurones. Et il se trouve que dans ce jeu de données, on a à peu près 3% des images qui sont bleutées. C'est un artefact de reconstruction. Voilà. Et le problème, c'est que sur ces images-là, on a des erreurs beaucoup plus grandes que sur les images classiques. Et ça, quelque part, on se dit, on a un groupe d'images bleutées, on a des images classiques, des erreurs qui ne sont pas les mêmes. C'est un problème de fairness, quelque part, mais d'un point de vue industriel. Donc là, je vais faire assez rapidement dessus, mais quelque part, on a tous, au fil de ces années, de ces 3 années à peu près, même déjà, on a tous maturé la question. Assez tôt, même Giant, à l'époque de l'IRT, nous disait, mais quel est le problème quand on ne connaît pas la variable sensible, la variable qui conduit au biais? Voilà, on disait, mais en fait, le problème est mal posé, faut pas. Bon, tout le monde a maturé là-dessus, tout le monde a creusé la recherche de son côté là-dessus, et finalement, on est arrivé à, en fait, on commence à être assez mature sur cette question. On va écrire un papier de surveille commun, donc IRT, IMT, Anity, on va dire, là-dessus. Et quelque part, on a vraiment clarifié ce problème. Je crois qu'il fallait clarifier ce problème, donc pour les données en grande dimension, donc sur les exemples d'images. Et finalement, on a fait un survey sur comment détecter les biais, notamment si la variable sensible est connue, mais aussi si la variable sensible est inconnue. Comme ici, les images étaient bleutées, on n'aurait pas pu l'imaginer a priori, ce qui est assez courant dans des cas industriels. Comment corriger ces biais et finalement montrer comment on a fait marcher ça sur Eurosat. Donc je vais finir sur ce jeu Eurosat pour vous dire finalement la stratégie. Donc ce qui a été fait pour détecter la variable sensible, en 2 mots, c'est on identifie les observations les plus importantes, celles qui ont le plus d'influence dans le réseau de neurones, on les clusterise, on se rend compte qu'un cluster, c'est des images bleutées, on dit bingo, on a notre variable sensible, et après on fait notre descente de gradient en regardant cette variable sensible. Donc bon, là c'est sur train, là c'est sur test. Et un point intéressant, c'est si on regarde la convergence de notre descente de gradient
sur finalement notre BCE loss, on se rend compte qu'assez rapidement, alors là en bleu c'est sur toutes les images, on a convergé. Donc là le bon sens dit là on arrête d'apprendre. Sauf que si on regarde cette convergence sur les images bleutées, elle est beaucoup plus lente. Et là maintenant en fait, on se dit bah oui, en fait on est dans un jeu où on est dans un cas qui est assez sympa en fait. Le problème venait principalement de déséquilibre dans les données, mais n'empêche que une fois que cette variable sensible était identifiée, on pouvait mesurer la généralisation finalement des prédictions du réseau de neurones sur ces données-là. Et là, on a quelque chose qui est beaucoup moins biaisé que ce qu'on aurait pu avoir en utilisant la technique classique. Donc voilà, je vous remercie. C'était 3 histoires. Voilà, s'il y a des questions.